Ce matin, en direct, c'est Alexis Corbière. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de la France Insoumise. Et pour vous interroger, à mes côtés ce matin, Marcelo Westfred du Figaro pour Public Sénat. Bonjour Marcelo. Bonjour. Et bonjour Nathalie Moret du groupe EBRA Bonjour. pour l'Est républicain ce matin. Alexis Corbière, votre interview sera retransmise sur les sites vidéo de la presse quotidienne régionale à partir de 10h30 ce matin. Voilà, Emmanuel Macron annule la hausse des taxes et corrige le Premier ministre Édouard Philippe. On le sait, ça fait l'objet d'ailleurs d'un papier dans le Figaro de Marcelo Westfred et d'Arthur Berda ce matin. Estimez-vous que le Premier ministre est désavoué et selon vous, doit-il en tirer des conclusions, peut-être démissionner? Il y a beaucoup de personnages importants qui sont désavoués. Et je dirais même que quelque part, c'est même le président de la République lui-même, dont on sait bien que quand le Premier ministre parle, c'était quand même calé, si je puis dire, avec le président de la République. Et 24 heures plus tard, le président de la République, voyant l'effet assez peu positif qu'avait produit la première parole du Premier ministre, je parle de celle de mardi maintenant, recadre. Bon, on voit bien que c'est un couple, comment dirais-je, de pouvoir qui est en situation de crise. Parce que ce que nous vivons, selon moi, est un moment très important qui s'inscrit dans les grands moments de l'histoire du pays. C'est quelque chose d'extrêmement profond, par la forme, par le fond. Il y a une colère contre la vie chère qui est là, qui est extrêmement large, qui a un soutien aussi très très profond, vous l'avez dit plusieurs fois, avec, on va dire, 75-80% de la population qui reste peu ou prou en soutien à ces gilets jaunes, et une représentation nationale, 75 à 80% des députés qui sont contre les gilets jaunes. Et la question, c'est de savoir si Édouard Philippe peut rester Premier ministre. Je pense qu'il est très affaibli, mais quand bien même, après tout ça, c'est quand bien même le président de la République qui a le pouvoir souhaiterait se séparer d'Édouard Philippe pour le remplacer par quelqu'un d'autre. Moi, de ce que je vois sur ces ronds-points, de ce que disent aujourd'hui les gilets jaunes, c'est la personne elle-même du président de la République, Emmanuel Macron, qui est visé. Et attention à utiliser le fusible trop rapidement, ça remonte encore plus rapidement auprès du président de la République. Donc on voit bien, parce que moi, on va peut-être en parler, ce que je vois, c'est qu'il y a même une contestation. Premièrement, il y a un refus du consentement à l'autorité dans cette mobilisation des Gilets jaunes. Il y a une critique de nos institutions extrêmement forte. Les gens veulent retrouver une dignité civique, veulent être des citoyens qui ont des pouvoirs nouveaux, et c'est des institutions elles-mêmes. On voit bien qu'ils sont questionnés. J'entends, on veut supprimer le Sénat, pardon pour cette vénérable maison. Les gens veulent des référendums révocatoires. Moi, je suis plutôt pour, etc. Quand vous voyez le niveau de violence à l'encontre, effectivement, du président de la République, il y a même des appels au meurtre contre des parlementaires. On a retrouvé même des armes. Des appels au meurtre. Oui. Est-ce que le gouvernement demande aux partis politiques de lancer des appels au calme? Est-ce que vous dites à vos partisans modération samedi? Moi, j'appelle à manifester samedi. Est-ce que vous condamnez la violence et vous dites attention? Bien sûr, évidemment qu'il ne faut pas... De toute façon, la violence, il ne la faut pas, premièrement, parce que la violence est quelque chose que je désapprouve fondamentalement. Et deuxièmement, y compris, j'ai envie de dire, tactiquement, par rapport à ce mouvement important, ce serait une stupidité, parce que ça peut se retourner contre ce qui fait sens à cette manifestation. Donc vous appelez au calme? Mais bien sûr, j'ai toujours appelé avec mes amis à ce que ce soit des grandes démonstrations de force populaire qui portent en elles-mêmes une critique contre la vie chère, pour une augmentation notamment du SMIC, pour une réforme fiscale, pour de la justice fiscale, avec notamment, vous le savez, ce rétablissement de l'ISF, une critique contre le CICE, toute une série de choses qui sont portées par les Gilets jaunes, et certainement pas de s'en prendre soit aux forces de l'ordre ou de casser je ne sais trop quel monument national. Pourquoi, quand dans l'hémicycle, tout le monde se lève pour rendre hommage au courage des forces de l'ordre, vous, le groupe La France Insoumise, vous restez assis? Mais parce que nous sommes levés plusieurs fois, nous avons plusieurs fois rendu hommage aux forces de l'ordre, et que cette espèce de tactique politicienne, non mais je vous en prie, de tactique politicienne qui vise à ce qu'une fois de plus, la main sur le cœur, on veut tout blanc, sa main supporte. Ce gouvernement doit aux forces de police 2 millions d'heures supplémentaires non payées, d'accord? Maltraite la police de manière générale. Et là, d'un seul coup, non mais, au bout d'un moment, ça suffit d'instrumentaliser la souffrance de la police pour faire croire qu'il y aurait d'un côté ceux qui soutiennent les forces de l'ordre et les autres non. C'est pas le sujet. Au bout d'un moment, ça commence à m'agacer, et de toute manière, on a un peuple mobilisé. Le problème, c'est essayons de comprendre pourquoi des gens, j'ai envie de dire, qui n'ont pas l'habitude de manifester, rentrent en situation de colère, voire même de rage, que j'ai vu moi-même, vous l'avez vu, je sais que vous êtes un journaliste de terrain, quand on parle avec des gilets jaunes, des gens vous disent, moi j'ai jamais manifesté de ma vie, je suis là, j'ai discuté avec des petites dames la dernière fois qui me disaient, moi je reviens, j'ai été gazé la semaine dernière, cette fois-ci je reviens, elle me montre une petite fiole, vous savez, de sérum physiologique qu'utilisent, généralement c'est plutôt les militants de l'extrême gauche qui ont ça dans les poches, et qui me disent cette fois-ci, et ça brûlait à côté, je dis mais ça vous fait pas peur? Non, bon, pour quelle... Non,
mais comprenons ça, parce que le problème, bien sûr qu'on condamne tous la violence. La question, c'est comment se fait-il qu'un peuple se retrouve dans une situation d'une telle colère où non pas qu'il approuve la violence, mais j'ai vu de mes yeux que quelque part, il ne la désapprouve pas dans le feu de la mobilisation. D'accord? Donc c'est à ça qu'il faut répondre. Et ça, c'est une réponse politique. J'entends des choses qui m'inquiètent de la part d'un ministre de l'Intérieur complètement à la ramasse, pardon de l'expression, M. Castaner, qui n'a rien d'autre à dire que de faire peur, mais ne donne pas la réponse politique. Et ce que vous m'évoquez pour engager notre discussion, à savoir cette espèce de bafouillement de la part du président, du Premier ministre, amène à ce que les gens ne font plus confiance à la parole et ils veulent la victoire tout de suite. Si vous voulez qu'il n'y ait pas de manifestation samedi de masse, eh bien, augmenter les salaires, on peut le faire. J'entends parler du mot d'ordre d'augmentation du SMIC à 200 €. Une réforme fiscale significative. Un début de réflexion réelle pour des institutions peut-être plus démocratiques. Ça, ce serait quand même un peu plus consistant que cette espèce de truc moratoire, nous dit le Premier ministre. De Rugy trouve malin de dire devant les députés qu'en fait, ça n'est qu'une pause, pour que le lendemain, en fait, on dise non, c'est un retrait définitif. Ça doit venir du président de la République, selon vous? Écoutez, le caractère jupitérien des institutions, l'utilisation qu'il en a fait depuis 18 mois, ce qui, à mon avis, est une erreur totale, l'utilisation de tous les traits boursouflés de la monarchie présidentielle, lui revient au visage. Comme il voulait apparaître comme le personnage majeur, eh bien, la crise lui revient directement au visage. Alexis Corbière, quand un gilet jaune hier, vous étiez sur le même plateau de télé, dit on va aller devant l'Élysée, on va rentrer dans l'Élysée, c'est un discours putschiste. Non, alors, bon, que les choses soient claires, parce que j'étais là, ne faisons pas dire plus que ce qu'il voulait dire. Il disait, le pouvoir est à l'Élysée. Une des figures de la contestation, M. Drouet. Non, mais je l'ai bien entendu ce qu'il dit. Il disait, il faut aller manifester, où ça? À l'Élysée. Et le journaliste lui dit, et qu'est-ce que vous ferez devant l'Élysée? Il dit, on rentrera. Mais il y a quand même une volonté de renverser le gouvernement dans la rue. Est-ce que vous vous y associez? Moi, je pense qu'il serait bon, effectivement, qu'il y ait un changement politique. Par la rue, dans la rue. Je suis en train de vous dire, on va se comprendre bien, que cette mobilisation puisse amener à ce qu'on en revienne aux urnes. Ça me semblerait une manière démocratique et pacifique de trancher ce grand moment de blocage. Je vous l'ai dit tout à l'heure par quelques chiffres simples. 75 à 80% de la population se reconnaissent plutôt gilets jaunes. 75 à 80% de l'Assemblée nationale est plutôt contre les gilets jaunes. Faut dénouer. Et on en revient à une question fondamentale. Pour moi qui aime l'histoire comme vous, qui est le souverain? C'est la question qui traverse ce pays. Le monarque ou le peuple? Voilà. Soit vous avez M. Macron et ses amis qui répètent « J'ai été élu il y a 18 mois, rentrez à la maison, j'ai été élu il y a 18 mois ». Soit vous avez un peuple qui dit « Nous, on est mobilisés et on n'accepte plus cette politique ». Comment on dénoue ça? Moi qui ne veux pas la violence. Nécessairement un retour aux urnes. Si c'est le tour de force... Avec des listes gilets jaunes? Ça, ils en décideront. Moi, j'en sais rien. Vous savez, moi, je suis un acteur. Ça, d'un seul coup, que les choses soient claires. Et je sais, vous le savez. Moi, je suis pas porte-parole des Gilets jaunes. Je vois là-dedans des choses qui sont intéressantes, des choses que je n'approuve pas. Je vois surtout quelque chose qui annonce, selon moi, déjà ce qu'on avait déjà vu dans l'élection présidentielle, c'est-à-dire une mise à distance très forte des partis traditionnels, des syndicats, une colère contre tout ce qui représente le pouvoir. D'ailleurs, les syndicats se réunissent tous aujourd'hui pour la première fois au siège de la CFDT. Qu'est-ce que vous attendez d'eux dans ce mouvement? On verra. Moi, je n'aime pas critiquer les syndicats, mais je pense qu'ils ont perdu la main dans un premier temps. Ils auraient dû comprendre que c'était important et que cette mobilisation de milieux populaires, ils avaient toute leur place. Comme ils y l'ont, pour certains, ils ont même eu la maladresse de les critiquer un petit peu. C'est un peu dommage aujourd'hui, mais c'est à l'image de ce qui est en train d'avoir lieu. C'est ce que vous savez, ce dégagisme dont on avait parlé pendant l'élection présidentielle, cette mise à distance, j'étais en train d'écrire des partis traditionnels, etc. Elle touche tout le monde. Mais ça vous concerne. Marcelo Westfred, vous êtes, pardon de parler de vous, mais un fin connaisseur de l'Amérique latine. La crise en Argentine qui a touché ce pays a pris des formes extrêmement violentes contre les partis traditionnels, y compris contre les organisations syndicales. Quand la colère, vous le savez, quand la colère populaire est là, elle touche tout le monde. Donc c'est pourquoi faisons attention et essayons de voir comment, à la fois, on ne passe pas son temps à condamner ce peuple à colère et comment on essaie de trouver une issue démocratique à tout ça, qui est, je le répète, peut-être un retour aux urnes, mais pas seulement pour dire aux gens, revenons dans le cadre de la Ve République, qui selon moi est un système déformant de la représentation populaire, de la représentation nationale, comment on reforge dans ce mouvement aussi de nouvelles institutions. Peut-être vous trouvez ambitieux, mais l'idée d'une assemblée constituante pour rediscuter de nouvelles institutions avec des droits nouveaux, le droit de révoquer les élus, la prise en compte du vote blanc, la fin de cet ultra-présidentialisme absurde, etc. Le programme de la France insoumise. Pas du tout, non, le programme des Gilets jaunes. Un mot sur les lycéens qui sont dans la rue beaucoup depuis hier, surtout dans les villes moyennes, y compris dans votre département, la Seine-Saint-Denis, avec des mots d'ordre et en tous les cas des revendications extrêmement hétéroclites. Ils ont des modes d'action parfois violentes. Est-ce que vous les soutenez ? Moi, je soutiens la mobilisation de la jeunesse. Y compris avec un mode d'action violent. Pour la deuxième fois, mais je pourrais le répéter. Non, moi, je ne soutiens pas la violence, ce n'est pas le sujet. Mais la violence, elle est sociale, elle est très forte.
Je répète, pour quelles raisons des gens, à un moment donné, se mettent en rage? C'est qu'ils ont l'impression d'avoir subi beaucoup de violence. Comment se fait-il quand même que quelqu'un dans ce gouvernement, et même ce gouvernement, ait cru qu'on pouvait s'en prendre à des retraités qui gagnent 1 200 € par mois et augmenter la CSG? C'est extrêmement violent. Comment se fait-il que des gens se sont dit, alors qu'on va supprimer l'ISF, c'est-à-dire qu'on va rendre aux 100 contribuables les plus riches du pays 1,5 million d'euros à chacun, qu'on va baisser les APL de 5 €? Moi, le premier acte que j'ai fait à l'Assemblée nationale, je me suis même fait gronder par François de Rugy, président de l'Assemblée nationale. C'était de montrer des pattes, vous vous en souvenez, combien ça valait 5 €. On marionnait. Et je me souviens, j'avais dit, ça finira mal, ce que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, ça finira mal. Quand vous méprisez les gens pendant 18 mois, au bout d'un moment, quand les gens se mettent en rage, il ne faut pas dire, mais pourquoi tu te mets en colère? Ben ouais, ça fait 18 mois que vous insultez le peuple. Corbière, sur l'ISF, le président a été très clair, il a fait savoir qu'on ne reviendra pas sur cette suppression. Je pense que c'est une erreur. Ils ne comprennent pas l'erreur fondamentale qui est presque, comment dirais-je, originelle de ce gouvernement. Le premier acte, là, qu'il fallait faire absolument, c'était revenir là-dessus. Et le président de la République avait une parole, moi, qui m'avait fasciné. Il avait dit, bah oui, dans mon entourage, tout le monde me demandait ça. Ça en dit long de ce qui constitue son entourage. Pour ma part, je connais assez peu de gens qui payent l'ISF. Manifestement, ces ultra riches, moi, on appelle après cette oligarchie, ça constitue l'entourage du président de la République. Et là, on en revient aussi au problème fondamental. Nous sommes un grand pays de 66 millions d'habitants qui ne sont pas constitués de gens qui payent l'ISF. On voit que manifestement, le président ne reviendra pas dessus. En revanche, sur la fiscalité... Attendez, on verra la mobilisation. On prend les paris, ça se trouve dans 3 jours, ça va bouger. En revanche, un grand débat va être ouvert. Est-ce que vous participerez à cette grande concertation sur les territoires? Non, on verra. Moi, ce dont j'ai vu, je l'ai lu dans la presse. Si c'est pour organiser le grand défouloir, qui consiste à dire cause toujours, tu m'intéresses, avec pour préalable surtout, démobilisez-vous, plus de mobilisation. Et on va parler. J'ai bien compris l'astuce. Aujourd'hui, ce qui crée une force, c'est cette mobilisation populaire. Donc vous n'irez pas, à votre avis, c'est un leurre. Ce gouvernement n'a rien d'écologique, rien du tout. Il n'a rien fait de ça. Il a tourné... Personne n'y croit. Un truc très simple, par exemple, quand ce même gouvernement approuve le traité CETA de libre-échange avec le Canada, qui continue à accélérer le grand déménagement de la planète, et qu'un seul des conteneurs qui amènent des produits de l'autre côté de la planète consomme autant que plusieurs centaines de milliers de véhicules, et ainsi de suite, on pourrait continuer les dossiers. Bon, au bout d'un moment... Le problème, c'est que l'écologie, qui est un vrai sujet, est utilisée uniquement comme un prétexte pour dire aux gens, vous êtes des bofs, des pollueurs, c'est bon. Les gens ne l'acceptent plus. C'est Alexis Corbière, porte-parole de la France Insoumise, qui est notre invité politique ce matin dans Territoire d'Info. Vous avez annoncé que vous alliez déposer une motion de censure avec les socialistes contre le gouvernement. Est-ce que vous allez la déposer vraiment et quand ? Ça va sans doute, au vu du calendrier, il faut 48 heures, je crois. Bon, ça va, si elle est déposée d'ici la fin de semaine, le débat aura sans doute lieu la semaine prochaine. Et avec les socialistes ? Alors, je suis heureux de voir que dans un premier temps, ils ne souhaitaient pas, dans cette mobilisation, il y a plein de gens qui évoluent. C'est le retour de l'Union de la gauche, ça ? Non, pas du tout, parce qu'on la votera avec qui le veut d'ailleurs. Elle sera déposée quand ? Je vous ai dit là, en fin de semaine, on en était là. Quel sera le premier signataire ? Ça, j'en sais rien, franchement. Ça a peu d'importance. Non, mais ça a peu d'importance. Pour tout vous dire, à l'heure où nous parlons, certains de mes amis sont en train de rencontrer des responsables des différents groupes, justement pour voir un peu le texte et comment il est ficelé. C'est-à-dire le PC, le PS ? Oui. Il y a un député de la France Insoumise qu'on a vu beaucoup, et presque même plus que Jean-Luc Mélenchon, c'est François Ruffin. Ouais. Il fait le show permanent devant l'Élysée, etc. Est-ce qu'il ne fait pas, dans cette période, un peu d'ombre à votre leader, Jean-Luc Mélenchon ? Moi, je trouve qu'il fait la lumière à tout le monde. Écoutez, il fait du boulot, c'est bien, vous l'avez remarqué, les médias l'aiment bien, il a son franc-parler, je trouve ça plutôt bien. C'est lui l'avenir de votre mouvement ? Ça, on verra, je sais pas, je pense qu'on aurait tort de vouloir voir dans cette mobilisation des Gilets jaunes des questions un peu politiciennes de ce que devient la France Insoumise. François Ruffin, de toute manière, il a sa personnalité depuis un moment, il y en a d'autres qui se font voir dans cette mobilisation. Dans une vidéo, quand il dit que Macron finira, comme Kennedy, ce sont des propos rapportés qu'il a écoutés dans sa circonscription, est-ce qu'il va trop loin ? Il rapporte des propos. Moi, l'autre jour, je me suis fait attraper sur les réseaux sociaux parce que je photographiais des Gilets jaunes. Il y avait un qui avait mis Macron pendaison. On m'a dit, vous appelez à pendre le président de la République. Non, mais il faut aussi rapporter combien il y a une colère qui prend des formes. D'ailleurs, parfois, un peu, personne ne souhaite la mort d'Emmanuel Macron, je le dis clairement, ni même François Ruffin, c'est pas ça le sujet. Mais je répète que il est bon aussi qu'un parlementaire ne soit pas tout le temps dans la langue de bois et le propos feutré et le robinet d'eau tiède, de dire voilà ce que nous entendons, des propos terribles. Et moi, je crois, là encore, que ce qui est questionné, c'est les gens ne veulent pas seulement changer de monarque, ils veulent redevenir acteurs politiques. Non, mais c'est ça qui m'intéresse, c'est que je discute franchement avec des gens où il y a quelque temps, ils m'auraient dit tes questions
institutionnel, on s'en fiche, c'est pas le sujet, mais dans la chaleur de la mobilisation. Bien sûr, ils veulent, c'est la question du frigo, des fins de mois difficiles, mais au bout, ils disent, mais moi aussi, j'en ai ras-le-bol d'être pris pour un imbécile, et comment je contrôle mes élus? Ils veulent avoir la possibilité, même en cours de mandat, de rester un citoyen, j'ai envie de dire, en pantalon long et pas en culotte courte, pour reprendre des vieilles expressions. Parce que la Ve République infantilise les citoyens. Moi, j'ai face à moi des gens de République En Marche qui me disent « Vous avez été élu il y a 18 mois, monsieur Corbière, vous voulez rejouer le match ». J'entends que ça en permanence. Donc, c'est pas vrai. Mais on a l'impression, on ne peut rien dire. Mais au nom de quoi, vous, moi, nous tous, on ne serait pas citoyens entre deux élections? Au nom de quoi la règle devait être maintenant, tu la fermes, rentre chez toi? Non. Et donc, on a le droit de réfléchir à d'autres institutions qui font que le citoyen reste acteur. Par exemple, la question de l'abstention. Non, mais j'aimerais être entendu là-dessus. La question de l'abstention. Jean-Luc Mélenchon hier, je les approuve quoi qu'il ait dit. Alors on va continuer. Alors, il a dit on ne peut pas être riche. Il a dit on ne peut pas. Hier, lors de son allocution à l'Assemblée nationale, il a dit on ne peut pas être riche et ami du genre humain. Je vous pose la question. Vous, qui avec votre indemnité parlementaire vous place parmi les Français les plus riches de fait, est-ce que vous vous sentez ennemi du genre humain? Vous êtes incroyable. Vous savez, c'est une vraie question. Non, mais les riches, il a dit que les riches ne peuvent pas être amis du genre humain. Quand on aime les riches, ce qui veut dire, c'est que quand vous pensez que le premier acte que vous devez faire, c'est que les contribuables les plus riches de ce pays, ceux qui payent l'ISF, doivent contribuer moins à l'effort national, c'est de ces riches-là dont il parle. D'accord, un ultra riche auquel on a soulagé l'effort, si je puis dire, ça n'est pas ce que vous évoquez. Mais vous savez, puisqu'on fait des références historiques, pendant la Révolution française, un des grands personnages, Maximilien Robespierre, je dis ça pour vous effrayer un petit peu plus, avait dit que ce qui est de plus terrible encore que l'aristocratie de l'Ancien Régime, c'est l'aristocratie des riches. C'est-à-dire qu'en prennent le pouvoir ceux qui n'ont à parler que d'argent systématiquement. L'intérêt général ne passe pas par le fait de dire qu'il faudrait que les riches soient encore plus riches parce qu'ils vont réinvestir ce qui ne marche pas. Bref, oui, effectivement, cette idée que... Donc vous n'êtes pas ennemi du genre humain? Non. Et pourtant, vous faites partie des plus riches, des Français les plus riches. Mais vous n'avez pas compris ce que je chante. Vous pensez sincèrement, moi je suis pour... je comprends pas ce que... Sa phrase était maladroite, c'était sans doute... Non, elle est totalement... Non, c'est pas vrai. C'est que vous avez idéologiquement aujourd'hui un gouvernement qui dit que c'est bien d'être riche, c'est bien de concentrer des richesses, qui pense qu'il faut qu'ils en concentrent un peu plus, qui pense même qu'en rendant l'ISF à certains, ils vont réinvestir dans l'économie. Ça ne marche pas. Et si vous avez des ultra-riches, madame, précisément, comment dirais-je, le malheur des pauvres est fait du paradis des riches, justement. C'est pas sans raison qu'il y a des ultra-riches. C'est que la répartition des richesses est de plus en plus inégalitaire. C'est ça le fond du débat. Et vous ne pouvez pas à la fois dire « vive les premiers de cordée » et après dire « ah bon, il y a des pauvres ». C'est qu'il y a un lien, justement, sur le fait que si vous avez une concentration de richesses sur quelques-uns, ça pose un problème. Expliquez-moi, à travers vous, je débat. Pour quelle raison ? Moi, j'en avais à Montreuil, il y a un grand Carrefour, et le groupe Carrefour, ce problème m'avait fasciné. Pour quelle raison, à travers le CICE, il faudrait rendre près de 400 millions d'euros au groupe Carrefour qui fait des profits, qui depuis que le CICE a été annoncé, va supprimer 2400 emplois? Est-ce qu'on peut m'expliquer? Je l'ai posé plusieurs fois la question à un député En Marche. Pourquoi faut-il que ce groupe se voit rendre encore plus d'argent alors qu'il va licencier? Pourquoi M. Bompard, qui lui-même, je crois, c'est le PDG du groupe Carrefour, c'est pas mon ami Manu qui va faire la campagne, lui, il a un salaire personnel de 10 millions d'euros. Tout ça, c'est eux. Eux, si on est leur ami, qu'on leur rende toujours plus, eux sont les ennemis du genre humain, parce qu'ils veulent toujours concentrer plus de richesses. C'est l'idée. J'espère vous avoir convaincu. Merci beaucoup, Alexis Corbière. Vous ne vous sentez pas du tout concerné par ce dégagisme ambiant, du coup? Vous aussi, parti politique, mais si, non, mais député. Il y a une crise extrêmement forte. Déjà, vous savez, quand il y a 18 mois, quand on avait lancé l'élection présidentielle avec Jean-Luc Mélenchon, on avait bien compris, la France insoumise essaye de répondre à sa façon, et ça a amené des questions de stratégie, on ne les développe pas, qui fait que nous nous tenons à distance des partis politiques traditionnels. Ça touche tout le monde. Mais moi, je le dis clairement, hein, moi, vous savez, je suis enseignant, je suis prof d'histoire, je suis prêt à être révoqué, il n'y a aucun problème. Dans la vie, je ne cherche pas à être député à vie, et je comprenais très bien qu'on rediscute de tout et que même on décide que la prochaine Assemblée nationale soit composée d'aucun député actuel. Je suis prêt à tout ça, il n'y a pas de problème. Bah oui. Déclaration intéressante, merci. On l'avait même dit pendant la campagne présidentielle. Porte-parole de la France Insoumise. Merci beaucoup d'avoir été notre invité politique. Merci Marcelo Westfraise. On a appris que vous étiez un spécialiste de l'Amérique latine grâce à Alexis Corbière, et merci Nathalie Morel. Encore plus parmi toutes ses qualités. Merci à vous.